Ah ouais, ok. Ça peut être pas mal. Vous écoutez le podcast Les Voix de l'hématologie, une série d'échanges signée AIH, l'association des internes en hématologie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer le docteur Chloé Prodhomme, hématologue de formation et médecin de soins palliatifs à Lille. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous décrire votre parcours et les raisons qui vous ont poussé à vous orienter vers les soins palliatifs ? Très bien. Donc moi j'ai fait mes études de médecine à Lille, la faculté de médecine Henri Warimbourg. Et pendant l'externat, j'ai eu la chance de faire un stage en hématologie parce que je m'intéressais vraiment déjà pas mal à cette discipline. Mais j'ai également eu l'occasion là-bas, pendant ce stage, de rencontrer Jean-Pierre Jouet, qui était à l'époque chef de service, qui a beaucoup œuvré pour la greffe de moelle et notamment pour la prévention vis-à-vis des donneurs, et puis la protection, si on peut dire, des donneurs de greffe. Lui était très intéressé également et par les questions éthiques, et notamment il a été un des membres fondateurs du GRASFO, qui est une association dans les années 80-90 qui a beaucoup œuvré pour les soins de support ou les soins palliatifs en hématologie. Et cet homme est vraiment quelqu'un qui était pour moi un modèle et très passionnant. Et il était à l'époque également un ami d'une médecin de soins palliatifs qui était anciennement interniste, qui faisait un enseignement optionnel en soins palliatifs que j'ai suivi. Et finalement, les deux spécialités m'intéressaient beaucoup et j'ai décidé de démarrer par un internat d'hématologie avant de rejoindre ensuite les soins palliatifs parce qu'il y avait déjà ce questionnement que Jean-Pierre Jouet pouvait me partager, mais également les collègues de soins palliatifs que j'avais eu en enseignement, de la difficulté finalement d'articulation des soins palliatifs en hématologie par rapport à l'oncosolide. Et il me semblait vraiment important de pouvoir être passé par le travail dans la discipline d'hématologie, le rapport avec les collègues plus directs également, pour pouvoir ensuite peut-être améliorer ou mieux percevoir et mieux comprendre les difficultés d'implémentation des soins palliatifs en hématologie. Et du coup, j'ai fait un internat d'hématologie, mais très rapidement, d'ailleurs, sur mon premier congé maternité, donc mon deuxième stage d'interne, qui était non validant à l'époque du fait du congé, je l'ai fait en soins palliatifs. Et puis ensuite, j'ai fait le DIU de soins palliatifs à la suite de ce stage de 6 mois, donc en début d'internat également. Je me suis arrêtée 1 an pour une année recherche que j'ai fait dans un master de recherche en médecine palliative. Et puis, la fin de mon internat était consacrée à un DESC, donc à l'époque un desk de médecine palliative et de médecine de la douleur. Donc la dernière année de l'internat en stage en soins palliatifs et puis la première année de mon clinica. J'ai ensuite fait un clinica de 4 ans en médecine palliative, là, à proprement parler. Et puis maintenant, ensuite une année de PHU et maintenant je suis maître de conférence depuis septembre, donc en médecine palliative. Merci beaucoup. Est-ce que dans un deuxième temps, vous pouvez nous résumer de façon brève les ressources qu'on a en matière de soins palliatifs en France auxquelles nos patients pourraient avoir accès ? Oui, alors l'organisation des soins palliatifs, si on l'entend, les soins palliatifs comme une discipline pluridisciplinaire, holistique, qui a pour objectif la prévention et la prise en charge des symptômes pénibles chez tous les patients atteints d'une maladie grave et potentiellement mortelle. Et ben cette démarche palliative ou ces soins palliatifs qui peuvent être spécialisés aussi, on peut les retrouver à différentes échelles. D'abord, aussi bien au niveau hospitalier que en libéral. Au niveau hospitalier, ce qu'on connaît avant toute chose, c'est l'unité de soins palliatifs, donc des lits pour des séjours d'hospitalisation, soit lors d'une défaillance d'organes, ou soit lors donc une phase plus terminale de fin de vie. C'est la représentation qu'on a un peu de l'unité de soins palliatifs, mais en fait,
une grande partie de nos patients ne décèdent pas en unité de soins palliatifs. On peut aussi hospitaliser les patients pour des séjours d'équilibration symptomatique. On a à peu près 60% de décès dans notre service, mais on a aussi beaucoup de gens qui ressortent ensuite, qui viennent pour des séjours d'équilibration des traitements. L'unité de soins palliatifs, c'est vraiment un peu comme des soins continus. En fait, il faut le voir comme les soins continus dans la pathologie infectieuse ou dans les complications. C'est-à-dire, c'est pour les cas les plus graves, les patients les plus symptomatiques, en fait, les situations les plus complexes. Sinon, après, il y a des lits identifiés de soins palliatifs dans beaucoup de services d'oncologie, avec normalement des soignants qui sont plus formés et qui ont un ratio aussi plus important, avec une équipe qui doit être aussi pluridisciplinaire. Et puis, il y a les équipes mobiles de soins palliatifs qui peuvent être aussi bien intra-hospitalières qu'extra-hospitalières, aller au domicile. Donc là, ce seront des soignants qu'on peut solliciter pour avoir des avis sur des symptômes, sur une prise en charge complexe auprès des malades. Puis, au domicile, on va avoir des DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, qui, eux, auront aussi une expertise en soins palliatifs avec des soignants formés, là encore, qui pourront se déplacer au domicile. Les HAD peuvent également avoir dans leurs membres des soignants formés en soins palliatifs et mettre en œuvre une démarche palliative au domicile. Et voilà à peu près l'organisation après qui dépend de chaque territoire. Merci. Quelles sont pour vous les particularités de la prise en charge palliative des patients atteints d'hémopathie maligne par rapport, par exemple, aux patients atteints de tumeurs solides? On a beaucoup réfléchi sur ces particularités. Elles sont nombreuses. Tout d'abord, je dirais, il y a la grande incertitude du pronostic, grâce notamment aux innovations et aux progrès thérapeutiques qui sont nombreux, avec de nombreuses études de phase précoce qui parfois sont une alternative à des soins palliatifs ou des soins uniquement de confort. Et on a encore du mal aujourd'hui à articuler l'intégration dans une unité dans une étude de phase précoce et une démarche palliative associée. L'incertitude du pronostic aussi du fait de la grande chimiosensibilité et des nombreuses immunothérapies et thérapies ciblées existantes en hématologie. On n'a pas, comme en onco solide, cette connaissance d'un statut chirurgical ou non, qui permet parfois pour les oncologues plus facilement d'imaginer une démarche palliative parce qu'on sait que le patient ne sera jamais opéré et qu'il ne guérira pas finalement de son cancer solide. On a également le rapport aux complications, notamment infectieuses, qui peuvent parfois être extrêmement graves, mais aussi réversibles. Donc là encore, ça crée beaucoup d'incertitudes dans les parcours. On a aussi des représentations, je pense en tant qu'hématologue, que la maladie hématologique n'entraîne pas de symptômes pénibles, ou du moins beaucoup moins qu'en oncologie solide. Ça, ce sont des représentations, parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que les symptômes étaient aussi nombreux et aussi intenses qu'en oncologie solide. Et je pense par exemple à l'asthénie, typiquement. C'est un symptôme extrêmement pesant et difficile à vivre pour les malades atteints d'hémopathie, mais comme on n'a pas de traitement, elle est souvent assez dénigrée par les soignants. Or, ça fait partie des symptômes liés à la maladie. Et puis après, il y a aussi la complexité de l'abord des pathologies hématologiques par les médecins de soins palliatifs eux-mêmes, la grande complexité, variabilité des maladies hématologiques qui entraîne une confusion, parfois une difficulté à se positionner, avec des représentations, là encore, que certains traitements pourraient être de l'obstination déraisonnable ou non indiqués en fin de vie, tels que le support transfusionnel, alors qu'en fait, ça dépend de chaque situation. Donc voilà, ça peut vraiment être des freins à la fois liés aux particularités de la pathologie, également à la culture professionnelle des médecins palliatifs, et je crois également de la culture des médecins d'hématologie, qui ont probablement aussi, par le fait qu'ils étaient à l'émergence, il faut savoir que la première équipe mobile de soins palliatifs, elle a été mise en œuvre à Paris par Robert Zitoun, éminent hématologue. C'est lui qui, après être allé avoir fait sa mobilité dans le centre de Sanders à Londres, est revenu et a ouvert la première équipe mobile de soins palliatifs. Donc il y a aussi cette impression, peut-être pour les hématologues qui savent faire et qui font eux-mêmes très bien la démarche palliative, qui n'ont pas forcément besoin d'un autre.
Ils ont aussi cette impression de pouvoir être comme le médecin traitant du malade finalement, parce qu'ils le voient extrêmement fréquemment, que la situation est vite beaucoup plus compliquée, et à exclure un petit peu les autres professionnels peut-être de la prise en charge, notamment le médecin traitant, qui lui-même s'auto-exclut bien souvent, parce que c'est compliqué, vous en parlerez à votre hématologue. Et je crois que c'est une erreur, parce que je pense que l'altérité, le fait d'avoir un autre, c'est vraiment une plus-value majeure de l'existence finalement de ces experts en soins palliatifs, de ces équipes spécialisées en soins palliatifs. C'est le fait qu'on arrive et qu'on est autre dans la relation médecin-malade, dans la relation aussi du patient avec son hématologue, qui a mis beaucoup d'espoir. Je crois que voilà, c'est aussi important parfois de faire revenir un tiers parti dans la relation pour améliorer les prises en charge en fin de vie et en amont d'ailleurs. Et pensez-vous que l'intégration précoce des soins palliatifs dans la prise en charge est possible en hématologie ? Oui, ça a été notamment démontré dans la littérature. Il y a l'équipe notamment de Thomas Leblanc qui a beaucoup étudié cette intégration précoce. Dans certaines études sur l'avantage des soins palliatifs précoces, notamment en Europe, je pense en Belgique, il y avait des patients atteints d'hémopathie inclus dans ces études. Donc, en effet, et je crois que les soins palliatifs précoces intègrent finalement cette incertitude du devenir, avec cette idée et une incertitude qui est importante pour pouvoir aborder les patients atteints d'hémopathie maligne. C'est-à-dire que si les soins palliatifs restent sur l'idée qu'il faut une certaine certitude d'un décès attendu pour intervenir, ils se fourvoient et ils n'arriveront pas à être aux côtés des hématologues, des équipes d'hématologie et des patients atteints d'hémopathie pour aider la prise en charge et améliorer la prise en charge. Donc cette incertitude du devenir, elle est vraiment beaucoup plus intégrée dans la conception des soins palliatifs précoces. Donc je pense que c'est un facteur facilitant de l'articulation entre nos deux disciplines. Et puis ça a été démontré, comme je le disais, un avantage par exemple dans l'allogreffe d'une équipe de soins palliatifs associée à l'équipe d'hématologie par rapport à l'équipe d'hématologie seule. Donc oui, en effet, ça ne peut avoir que des effets positifs en tout cas. Et quel serait pour vous le meilleur moment pour proposer à un patient d'hématologie de rencontrer une équipe de soins palliatifs ? Alors je pense que si l'un de nous le savait, et s'il y aurait un bon moment pour toute situation, on aurait déjà réglé beaucoup de problèmes. Là, ce bon moment, là, ce kéos, c'est toute finalement, ça dépend de tellement d'éléments, et puis c'est toute la finesse justement du médecin et du patient, de la famille souvent, pour le déterminer. Je pense que un bon moment peut être la rechute d'une hémopathie maligne, voilà, parce que je pense que la perspective du décès, elle est là au moment de la rechute, aussi bien dans la tête de l'hématologue que dans la tête du patient, et que à ce moment-là, avoir une discussion anticipée sur la possibilité d'une évolution péjorative, elle peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Il peut sans doute s'échanger beaucoup de choses entre un hématologue et son patient, et peut-être à ce moment-là identifier des besoins qui pourraient être pris en charge par une équipe spécialisée de soins palliatifs, ou simplement ouvrir une démarche palliative par l'hématologue lui-même. Et quels sont, à votre avis, les principaux freins à l'accès aux soins palliatifs pour les patients d'hématologie ? On en a déjà un petit peu parlé. Oui, du coup, je vais pas reprendre tous ces éléments. C'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Bon, je pense que il y a des choses qui ont été beaucoup écrites, beaucoup réfléchies aussi. Moi, je vous invite à lire notamment un chapitre écrit par anciennement Dominique Bordessou, la Limoges, puis Stéphane Moreau et moi-même sur justement les difficultés d'articulation entre l'hématologie et les soins palliatifs. Par exemple, dans un bouquin qui s'appelle Manuel de soins palliatifs, il y a un chapitre fait là-dessus qui est extrêmement parlant, je trouve. Et quels sont pour vous les principaux axes d'amélioration qu'on pourrait réaliser, nous hématologues, pour favoriser l'accès aux soins palliatifs pour nos patients ?
Alors, je ne sais pas si c'est des axes d'amélioration, mais je dirais que un des éléments extrêmement importants, c'est la délibération pluriprofessionnelle, c'est-à-dire des moments simplement de s'arrêter et d'écouter un peu ce que disent les différents soignants de la prise en charge. Arriver aussi à se libérer du temps pour discuter avec les patients, les familles, identifier les besoins, parce que bien souvent on se base aussi sur la connaissance antérieure qu'on a des patients, mais finalement ce sont des patients qui évoluent, des besoins qui évoluent. C'est aussi important d'identifier toutes les facettes finalement du diamant, qu'elles soient à la fois symptomatiques, liées au traitement, mais aussi voilà, psychologiques, sociales, existentielles aussi, pour pouvoir identifier éventuellement une pertinence à l'introduction d'une équipe tierce. Et puis je pense que c'est toute la réflexion aussi autour des objectifs des traitements, et finalement se confronter à qu'est-ce que j'attends réellement de cette nouvelle ligne, qu'est-ce qu'elle peut m'offrir, quels sont les risques également, de pouvoir en discuter précocement, anticiper ces discussions avec les patients. Je pense que tous ces éléments-là déjà amélioreront la démarche palliative, mais aussi identifieront peut-être des moments opportuns pour intégrer les équipes spécialisées de soins palliatifs lorsque c'est nécessaire. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour avoir pris le temps de discuter avec nous. Mais de rien, merci à toi pour ton invitation. Les voix de l'hémato, des histoires d'internes qui s'écoutent en externe, série podcast réalisée par Canopée Associés.